Et naturellement, l'intelligence artificielle, nous sommes impliqués. Plus personne ne peut considérer c'est- comme si c'était une question d'ailleurs. Non, c'est une question où l'attention de tout le monde doit absolument être impliquée. Mais nous pensons qu'avec l'IA aujourd'hui, c'est vrai, ça peut booster effectivement la possibilité de poser les diagnostics les plus précis et d'orienter les traitements les plus appropriés. Et je pense que déjà à ce niveau-là, pour ne pas rentrer très loin, arriver à des stades que nous n'avons pas encore atteints aujourd'hui avec la télémédecine, la téléchirurgie, mais déjà dans le domaine du diagnostic et des traitements, de l'orientation des traitements les plus appropriés, l'IA peut nous servir grandement déjà maintenant. Non, là, les choses évoluent très vite et nous devons faire attention pour que ça ne nous dépasse pas, nous les humains. Il faudrait que nous utilisions l'IA, on ne peut pas y échapper, on doit s'y intéresser, savoir exactement ce qu'il faut faire, mais en faisant en sorte que l'humain garde la main, que l'être humain garde la main. Comme il faut se dire qu'à un certain moment, il ne faut pas que l'IA euh, dépasse l'humain. Parce que si l'IA dépasse l'humain et que l'humain ne sait plus débrancher ou bien presser le bouton off, parce que l'IA l'aura euh, précédé, alors là, c'est la disparition de l'Homo sapiens, hein. Alors, professeur, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui est docteur Évariste Likinda? Bon, docteur Évariste Likinda, c'est un médecin spécialiste en neurochirurgie et enseignant à l'université. J'enseigne la chirurgie naturellement, la neurochirurgie, mais comme j'ai été aussi chargé d'enseigner la déontologie médicale, je me suis euh, intéressé à des questions d'éthique et de bioéthique, au point à la fin de faire un PhD en bioéthique. Et maintenant, je suis là, je continue à écrire des livres sur des questions de bioéthique. J'ai été, la directrice générale de l'UNESCO avait fait en sorte que je devienne membre du comité international de bioéthique. J'y ai évolué pendant 2 mandats, 8 ans. J'y étais même vice-président de ce comité, comité international de bioéthique. Ce comité qui a adopté un certain nombre de quelques déclarations importantes pour le monde, hein, compte tenu du progrès des sciences et des technologies, notamment dans Monsieur les sciences Joe, du vivant. Et les sciences du vivant et la bioéthique, qui est le fait de ces progrès technoscientifiques dans le domaine de la biologie et de la médecine, ont fait que, à la fin du siècle dernier, comme vous le savez, on a séquencé complètement le génome humain. Le séquençage du génome humain a entraîné l'adoption d'une déclaration qu'on a appelée la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, hein. Et il y a aussi la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. La question s'est posée à un certain moment ici en Afrique si les questions de bioéthique étaient des questions pertinentes à débattre ici. Et c'était même l'objet de mon travail, n'est-ce pas? La bioéthique en Afrique, compte tenu du fait que nous ne sommes pas les auteurs de grandes technologies, mais nous sommes utilisateurs de ces technologies, n'est-ce Mhm. pas? Le monde, quel que soit là où on est maintenant fonctionne comme avec des vases communicants, à savoir l'atmosphère terrestre et les océans font que les problèmes peuvent se poser au pôle Nord et les conséquences vont être perçues au niveau du pôle Sud. Mhm. Donc, les questions bioéthiques se posent nécessairement ici chez nous aussi,
de la même façon. Au début, on pensait que nous avions plutôt des problèmes socio-éthiques, mais nous avons effectivement aussi des questions bioéthiques qui se posent. Et la technologie se partage dans le monde et cela fait que c'est aussi une préoccupation pour l'Afrique. Alors, nous sommes dans ce monde-là. Au fur et à mesure des débats au niveau du Comité international de bioéthique, qui étaient essentiellement euh, euh, concentrés sur la biologie, on a constaté, alors que des questions purement techniques, physiques, etc., c'était plutôt la COMEST, la Commission mondiale de l'éthique des sciences et des technologies, qui s'en occupait. Les deux comités, le CIB et la COMEST, ont commencé à travailler ensemble sur des questions un peu transversales, notamment l'intelligence artificielle et dernièrement, comme on vient de le terminer, la recommandation sur l'éthique des neurotechnologies qu'on va probablement adopter au mois de novembre prochain à la conférence générale de l'UNESCO. Donc, j'ai progressé de cette façon-là et on est là. J'enseigne l'éthique des sciences et des technologies, la bioéthique aussi. Et naturellement, l'intelligence artificielle, nous sommes impliqués, plus personne ne peut considérer comme si c'était une question d'ailleurs. Non, c'est une question où l'attention de tout le monde doit absolument être impliquée. Et c'est pour cela qu'on s'est rencontrés justement autour Exactement. de cette question. Et justement, Mm. votre intervention pique un peu ma curiosité pour savoir qu'est-ce qui vous a conduit à la neurochirurgie comme telle pour aboutir à la bioéthique. Ah, vous savez, comme dans tous les domaines d'activité, hein, Mhm. pour peu qu'on ait une certaine flexibilité et un certain sens d'adaptation aux circonstances, au gré de ce qui arrive. On évolue. Moi, quand j'étais jeune élève aux humanités, j'ai étudié les lettres, le latin, le grec. Vous voyez un peu, Vous êtes les pas un ancien lettres, séminariste par hasard? pas du tout. Ah ouais? Mais par contre, j'étudiais avec des séminaristes dans une même classe. Parce que j'étais dans un collège où il y avait aussi des petits séminaristes. Mais quand j'ai fini, C'était dans quel coin? c'était dans la province de l'Équateur. OK. Lorsque j'ai fini, j'avais eu le diplôme d'État. Il y a eu ce qu'on appelle un examen d'orientation. On appelait ça examen de maturité. Après, nous avons fait cet examen et on m'a pratiquement imposé carrément d'entrer en sciences naturelles et médicales. Ce n'était pas tout à fait mon choix, mais c'était une imposition. C'est ainsi que je suis entré en sciences naturelles et médicales. J'ai fait la médecine, j'ai fini la médecine, et lorsque j'ai fini la médecine, mes maîtres ont pensé que je devais faire la chirurgie et Mhm. ils m'ont orienté à la chirurgie. J'ai fait la chirurgie et à la fin de mes études de chirurgie, toujours certains de mes maîtres m'ont dirigé vers la neurochirurgie. Mhm. Donc, la chirurgie du système nerveux central, notamment. Bonjour. C'est ainsi que je suis devenu neurochirurgien. Et comme je vous l'avais dit, de la neurochirurgie à l'éthique, et vous avez dit que c'est comme ça que ça se passe, un certain moment, on m'a demandé d'enseigner la déontologie médicale. Mhm. Et il fallait m'impliquer pour comprendre un peu la déontologie médicale. C'est ainsi que, au fur et à mesure, je suis entré dans la bioéthique. Comme la bioéthique était en ce moment-là une priorité de l'UNESCO, eh bien, euh, j'ai été coopté comme membre du Comité international de bioéthique par la directrice générale de l'UNESCO en ce moment-là et j'ai évolué justement dans ce domaine de l'éthique, de la bioéthique, de l'éthique des sciences et des technologies. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui est une suite, le progrès de ce premier quart du 21e siècle, c'est essentiellement l'intelligence artificielle qui nous intéresse. Comme je l'avais dit l'autre fois au colloque, hein, Mhm. je simplifie un peu en faisant en sorte que, et en répartissant les progrès en trois moments.
première moitié du XXe siècle, c'était le progrès de l'infiniment petit de la matière minérale. Deuxième moitié du XXe siècle, c'était le progrès de l'infiniment petit en ce qui concerne la matière organique. Parce que le séquençage du génome humain a été réalisé exactement en l'an 2000. C'est comme ça que ça a été présenté. Alors que l'infiniment petit, c'était avant 1950 avec la bombe atomique. Et maintenant, c'est l'essor de l'intelligence artificielle qui est une branche des mathématiques qui évolue depuis longtemps avec le numérique. Mais comme vous le voyez, les développeurs sont capables de montrer que l'intelligence artificielle est en train d'imiter en plus rapide les cerveaux humains, le fonctionnement complexe du cerveau humain. Je suis neurochirurgien et donc je m'intéresse aussi au cerveau, ça tombe bien. C'est probablement pour ça aussi que la DG de l'UNESCO m'avait encore rappelé pour entrer dans le groupe d'experts ad hoc chargé de rédiger la recommandation euh, sur les neurotechnologies. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, mais je voudrais que ceux qui nous regardent puissent comprendre un peu concrètement comment est-ce que l'intelligence artificielle agit dans votre domaine. Qu'est-ce que ça fait concrètement? L'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine déjà. Mhm. Vous savez, au départ, ce sont des algorithmes, n'est-ce pas? Et déjà, même pour poser des diagnostics, La vraie question on n'est plus avait de déjà savoir si le commencé nous-mêmes cobalt à congolais est essayer de stratégique. mettre sur pied La vraie des question est algorithmes de stratégique pour diagnostic. qui et à Vous quel prix? savez, notre Sur pays Expertise AI, est nous ne très vaste, consommons pas l'information, avec des nous la médecins un peu comprenons. partout, et la, la technologie n'est pas partout. À un certain moment, on a eu l'idée de faire comment dirais-je, de permettre à tous les médecins, quel que soit là où ils se trouvent, d'avoir la possibilité de poser les diagnostics corrects et de procéder à des traitements appropriés. Et pour cela, il fallait que nous mettions sur pied des algorithmes. Des algorithmes très simples, hein, à partir des signes cliniques, pour arriver à des diagnostics différentiels et puis à des diagnostics précis. Et finalement, à des traitements. Et ces traitements, on pouvait être standardisés au niveau du pays. L'intelligence, en ce moment-là, nous ne parlions pas d'intelligence artificielle. Parce que nous avions effectivement élaboré des guides thérapeutiques, guides cliniques et thérapeutiques pour être utilisés dans tout le pays. Et ces guides thérapeutiques on a essayé de mettre ça dans sur des pages d'ordinateur pour que les médecins partout dans le pays puissent s'y référer lorsqu'ils ont un malade. Mais nous pensons qu'avec l'IA aujourd'hui, c'est vrai, ça peut booster effectivement la possibilité de poser les diagnostics les plus précis et d'orienter les traitements les plus appropriés. Et je pense que déjà à ce niveau-là, pour ne pas rentrer très loin, arriver à des stades que nous n'avons pas encore atteints aujourd'hui avec la télémédecine, la téléchirurgie, mais déjà dans le domaine du diagnostic et des traitements, de l'orientation des traitements les plus appropriés, l'IA peut nous servir grandement déjà maintenant. Est-ce que vous l'utilisez vous-même en chirurgie, par exemple? Oui, tout à fait. Vous pouvez vous expliquer un peu comment vous le faites? Bon, l'IA, bon, déjà, les algorithmes de diagnostic, il suffit de les consulter à partir de la symptomatologie qu'on a sur le malade. Et l'IA peut vous donner, avec euh, une grande probabilité, la précision du diagnostic. Mais vous Mhm. savez aussi que si on va plus loin, les, 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 les spécialités comme l'imagerie médicale. Mhm. Aujourd'hui, déjà, la machine nous donne le diagnostic, même anatomique, alors qu'il s'agit seulement des images. Donc, déjà de ce côté-là, on peut dire que c'est un progrès considérable.
Mhm. Et aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste en imagerie médicale, mais les confrères l'utilisent déjà parce qu'il y a des outils appropriés. Alors, une question me passe par la tête. Parmi vos Oui. différentes missions, chirurgien, professeur, expert UNESCO, quelle expérience a le plus marqué votre vision de l'éthique médicale? Bon, déjà, en tant que médecin, le questionnement éthique se pose tous les jours sur le plan de l'éthique clinique. Et les réponses, on ne trouve pas des réponses tout seul. Les réponses sont la résultante de discussions entre différentes parties prenantes. Le médecin, donc c'est une question pluridisciplinaire. Et ce débat-là, éthique, clinique, sur un cas précis, s'agissant d'une personne qui souffre, c'est un débat important. Donc déjà, en tant que médecin clinicien, la question se pose. Mais le débat au niveau du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, je crois, m'a beaucoup marqué. C'est aussi un débat pluridisciplinaire parce qu'il n'y a pas que les médecins, vous avez toutes sortes, toutes disciplines, des philosophes, des psychologues, des sociologues. Vous discutez sur des questions importantes du progrès technologique pour lesquelles le technologue n'est pas le mieux placé pour donner les réponses les plus appropriées qui sont soulevées sur le plan éthique. Et comme j'ai toujours enseigné et dit aux collègues, aux confrères qui sont scientifiques, technologues, que nous ne sommes pas forcément les mieux placés en tant que nous-mêmes pour apporter les réponses les plus appropriées sur des questions d'éthique qui sont soulevées. C'est pour cela qu'on a besoin de toutes les autres disciplines. Et ceci, c'est connu depuis que euh, le concept bioéthique a commencé à évoluer, n'est-ce pas? Depuis les années 1970. Et il fallait que les médecins, les biologistes qui approfondissent des questions techniques, qui sont les mieux placés pour répondre et pour savoir quelle est la technologie la plus appropriée, quel est le mécanisme qu'il faut mettre en place pour résoudre un problème, ils ne sont pas nécessairement les mieux placés pour répondre aux questions éthiques soulevées. Il faut des philosophes qui pensent le monde de manière holistique. Il faut aussi d'autres membres de la société parce qu'il faut trouver des réponses à caractère qui intéressent tout le monde, des réponses les plus appropriées. Et ça, c'est le résultat d'une démarche pluridisciplinaire. Ok, restons un peu sur l'UNESCO. Lors de votre Oui, vice-présidence au Comité international de la bioéthique de l'UNESCO, quels oui. débats ou dossiers vous ont les plus challengé intellectuellement? Bon, il y a eu d'abord le débat sur la, la démarche qui a consisté à voir dans quelle mesure on peut considérer on peut considérer l'éthique comme une démarche universelle. Au départ, on est parti de l'idée de faire une déclaration relative à des normes universelles en matière de bioéthique. Vous voyez ce que je veux dire? Débat pour mettre au point une déclaration relative à des normes universelles en bioéthique, c'est-à-dire des normes qui seraient opposables au monde entier. On Mhm. est parti avec cette démarche pour voir, vous savez que le monde est pluriel, avec des cultures, des religions, des démarches différentes. Et donc, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes religions. Ce qui veut dire qu'au départ, il faut réunir toutes ces particularités-là pour essayer de voir quelle peut être une éthique universelle. Et c'est là où j'ai constaté que le monde n'est pas univoque nécessairement sur toutes les questions. C'est ainsi que vous allez voir
que lorsque, en définitive, alors qu'il était question de faire, d'élaborer une déclaration universelle sur, sur une déclaration relative à des normes universelles sur la bioéthique, on a abouti à une déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, Mhm. et où on a essayé d'épingler un certain nombre de principes. C'est vrai que les principes en matière de bioéthique avaient déjà été élaborés par ce qu'on appelle le principlisme de Beauchamp et Childress. Hein, vous voyez, les principes fondamentaux, c'est-à-dire le principe d'autonomie, de non-malfaisance, de bienfaisance et de justice. On a épinglé ces principes-là. Mais lorsque le débat a évolué au niveau de l'UNESCO, on a vu que ces principes n'allaient pas toujours dans le même sens. Parfois, il y a des frictions entre les principes déjà. Et c'est ça qui est resté, c'est-à-dire que pour chaque discussion, on va négocier les tensions entre les principes et on va arriver à des solutions les plus appropriées devant une situation. C'est ça. Et ce Et- débat-là Mhm. m'a vraiment marqué parce que le monde, d'abord, le monde n'est pas euh, monocolore, n'est pas uniculturel. Il y a plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs modes de pensée. Or, nous sommes tous dans le même monde. Personne ne peut imposer son seul mode de pensée. Et c'est cette rencontre entre les cultures, les religions, pour arriver à des réponses qui puissent satisfaire tout le monde, qui m'a vraiment marqué. Et je pense qu'aujourd'hui, plus le progrès évolue, les avancées technoscientifiques évoluent, cette pluridisciplinarité commence à devenir comme la démarche nécessaire en matière scientifique et technologique. Je Ok, crois je que c'est voudrais ça maintenant qui vous va ramener faire. à RDC. Comment Oui, avez-vous concilié les exigences scientifiques avec les réalités socio-culturelles en RDC? les réalités scientifiques avec les... Les, les réalités Pardon. socio-culturelles en RDC. Ah, en RDC, oui, la RDC, c'est un vaste pays, comme vous le savez, avec une multitude de cultures qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, c'est un pays où nous essayons de faire une sorte de symbiose entre des cultures et pour arriver à des normes acceptables par tous, parce qu'en définitive, il faut des lois opposables à tous. Et pour arriver à des lois opposables à tous, on doit tenir compte de tous ces éléments-là. Parfois, certains principes, au départ, euh, semblaient être imposés un peu de l'extérieur, n'est-ce pas? Comme on dit, voilà, ce sont des principes communautaires, comme on parle de la communauté internationale, par exemple. Et on dit, voilà, c'est universel. Nous avons, nous avons constaté que la manière de voir les choses n'était pas aussi universelle que ça. C'est ainsi que certains principes qui ont été adoptés même dans la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, parfois sont remis en cause un à un. Alors ici, chez nous, c'est ça. Nous sommes plusieurs, nous avons une diversité des cultures et il est nécessaire que nous fassions ces efforts pluriels, pluri, plusieurs modes de pensée, des discussions ouvertes pour arriver à des consensus. Parce que ceux qui prennent des lois devraient partir de ces consensus-là. Donc, sur le plan social. Ok, je vous ramène encore à l'UNESCO. Oui, L'UNESCO a émis des recommandations sur l'intelligence artificielle. Selon oui. vous, quelle est la priorité absolue pour que l'IA reste au service de l'humain? Ah, ça c'est vraiment une question importante. L'IA, c'est un progrès, une révolution, je dirais. Comme je vous l'avais dit, nous avons eu d'abord une révolution en matière de la connaissance de l'infiniment petit de la matière minérale. Et puis une autre révolution lorsque on a eu la connaissance de l'infiniment petit
de la matière organique. Parce que le génome humain, la molécule d'ADN de l'homme, avec ces innombrables et infinitésimales particules, ont été pendant 10 ans, par le fait de HUGO, Human Genome Organization, donc le projet génome humain, qui a travaillé pendant 10 ans, une union, donc union de forces de 6 pays parmi les plus industrialisés à l'époque et 16 organismes indépendants de recherche qui ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à séquencer complètement le génome humain, qui est une révolution parce que ça nous a ouvert la voie à des perspectives, des recherches très, très étendues, non seulement en matière scientifique, mais aussi dans les autres sciences. Par exemple, avant, on ne pouvait pas nécessairement savoir que tel enfant, son père, c'est celui-là, la paternité. Aujourd'hui, on peut le savoir avec certitude. Donc, c'est cette connaissance à la suite de séquençage du génome humain qui a ouvert la voie à des recherches en pharmacie, en tout, en génomique, que les choses ont vraiment évolué d'une manière extraordinaire. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est utilisée justement en bio, qui est une révolution immatérielle, qui n'est pas matérielle comme les autres, mais une révolution intellectuelle qui a un impact sur toutes les deux autres révolutions, qui fait que maintenant, là, les choses évoluent très vite. Et nous devons faire attention pour que ça ne nous dépasse pas, nous les humains. Il faudrait que nous utilisions l'IA, on ne peut pas y échapper, on doit s'y intéresser, savoir exactement ce qu'il faut faire, mais en faisant en sorte que l'humain garde la main, que l'être humain garde la main. Comme il faut se dire qu'à un certain moment, il ne faut pas que l'IA dépasse l'humain. Parce que si l'IA dépasse l'humain et que l'humain ne sait plus débrancher ou bien presser le bouton off, parce que l'IA l'aura euh, précédé, alors là, c'est la disparition de l'Homo sapiens. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, revenons toujours à l'éthique. Vous avez Oui, travaillé sur les enjeux éthiques des neurotechnologies. Pouvez-vous oui, expliquer de manière simple les risques et opportunités qu'elles représentent? oui. Aujourd'hui, dans le monde, hein, nous avons en neurologie et en psychiatrie, nous avons beaucoup, beaucoup de maladies, beaucoup d'anomalies qui ne sont pas encore maîtrisables avec les thérapeutiques usuelles. Et donc, on fait beaucoup de recherches pour arriver à trouver des solutions. Et ces recherches-là, sur le système nerveux, il faut très bien comprendre l'anatomie et le fonctionnement du système nerveux de la meilleure façon possible, de telle sorte qu'on puisse mettre au point des technologies innovantes pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes de santé. Et sur ce plan-là, avec les neurotechnologies, on sait que c'est une grande révolution et certaines perspectives qui s'offrent sont vraiment intéressantes et sont vraiment bienfaisantes. Parce que lorsque on utilise par exemple, les neurochips, les dispositifs internes qu'on peut implanter au niveau du cerveau, quand on utilise les interfaces cerveau-machine, c'est-à-dire à partir des dispositifs qui sont implantés au niveau de l'encéphale, on puisse faire fonctionner un membre, une prothèse, une prothèse robotisée chez une personne qui est amputée de la main pour qu'il prenne, il puisse fonctionner, sa main, puis le robot puisse fonctionner, qui peut refuser une chose pareille? Si on nous dit qu'on peut implanter un neurochips au niveau de l'hippocampe pour ramener
une capacité mnésique ou capacité de mémoire chez une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer. Mais c'est vraiment extraordinaire. Parce que si vous avez vu des personnes qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer, vous allez voir que c'est un problème. Dans la famille, mais si on peut le ramener à avoir encore un peu de mémoire et à être adapté à la société, c'est bien. Ou alors, vous savez que l'expérience a déjà été faite dans le circuit, je ne sais pas, automobile, dans le course automobile. Mhm. Il y a déjà une personne qui a conduit un véhicule sans, alors qu'il est amputé de la main. Donc, rien qu'avec l'impulsion de son encéphale, de son cerveau sur les machines. Voilà. Donc, pour des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes qui peuvent recouvrer les fonctions motrices, les fonctions mnésiques, je crois que il faut considérer que c'est une grande avancée. Mais seulement, les mêmes technologies peuvent être utilisées pour augmenter, pour faire des hommes augmentés, c'est-à-dire des personnes avec des capacités euh, accentuées, c'est-à-dire quelqu'un qui va courir avec une rapidité extraordinaire, ou bien quelqu'un, des gens qui doivent devenir capables de, 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 de raisonner ou d'apprendre plus vite que d'autres. Bon, là, il y aura certainement des problèmes. Lorsqu'on envisage la question au niveau global, là où les gens, où les technologies avancent, ces technologies vont être implantées chez qui? Et les autres vont rester comment? Et en ce moment, on crée quoi entre les peuples? Ça, ce sont des questions éthiques qui se posent au niveau global. Donc le problème, c'est un peu ça. Alors, c'est pour cela que nous disions, il faut que nous, on ne reste pas à la traîne et qu'on fasse des efforts. On demande à nos gouvernants de considérer que les questions d'intelligence artificielle, les questions de neurotechnologie, ce sont des questions qui sont importantes et qui doivent les considérer comme des priorités aujourd'hui. Il ne faut pas laisser le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique comme laissé pour compte, où le budget serait de 0,0045%. Non, il faut mettre l'accent sur ces ministères-là, mettre l'accent sur la formation en matière de sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves ne suivent plus ces matières-là ici chez nous, et c'est un danger terrible pour la nation. Donc voilà un peu les questions qui se posent effectivement ici. Nous avions Alors, fait un rapport là-dessus et je crois que les autorités sont en possession de ça. Parce ok. que Maintenant, si je vous il y a, ramène en Afrique, en quoi les oui, réalités africaines exigent-elles une adaptation particulière des règles internationales sur l'IA et la bioéthique? bon, les particularités africaines, d'abord, en Afrique en général, parce que si nous avons fait le point de la situation ici en République démocratique du Congo, ce qu'on a appelé l'état de préparation de la RDC, quant à ses capacités à concevoir, à développer, à utiliser de manière éthique l'intelligence artificielle, nos capacités aujourd'hui sont dérisoire parce que nous n'avons pas encore mis l'accent là-dessus. Et ça, je crois qu'on l'avait dit, on ne peut pas continuer comme ça. Nous savons qu'il y a quelques années, on a mis un plan national du numérique. En parcourant ce plan, l'IA n'y est nullement indiqué. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut que les autorités fassent
des efforts. Et je pense que l'ancien, mais c'est toujours le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique est toujours là. Nous avions parlé avec le prédécesseur de l'actuel ministre et c'est le même ministère qui continue et on doit faire des efforts pour améliorer. Maintenant, ceci est valable aussi pour la plupart des pays, des pays africains. Parce que nous ne pouvons pas discuter des questions d'éthique sans approfondir les questions techniques. Et maintenant, il faut le faire, il faut essayer de le faire. Maintenant, nous devons aussi, parce que nous avons un certain retard dans la mise au point de ces... Nous allons mettre ça au point en accompagnant cela de l'éthique qui précède. Parce que nous voyons déjà ce que ça fait ailleurs et le fait que l'éthique peut précéder la mise au point des systèmes, c'est déjà un léger avantage pour l'Afrique. Mais nous sommes obligés de nous aligner pour aller de l'avant parce que on ne doit pas rester à la traîne. Mhm. Et je crois que beaucoup en Afrique, on a compris ça comme ça. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de l'intégration de l'IA dans la santé. Comment éviter qu'elle déshumanise la relation médecin-patient? Ah, la relation médecin-patient est d'abord une relation de confiance entre deux personnes. Même si cette relation se passe au départ dans une certaine asymétrie. Le patient vient, il s'adonne au médecin. Il a besoin de ses soins. Et le médecin qui se présente aussi dans une certaine position de supériorité parce qu'il examine un malade couché, lui il est debout. On veut que le médecin soit le promoteur des droits du malade. Parce qu'il doit faire en sorte que le malade qui est dans une position singulière vulnérabilité, le médecin a le devoir de promouvoir ce malade-là. Et là, l'IA qui risque, le risque de déshumaniser le malade si l'IA est laissée à lui-même, il faudrait alors que les médecins, les individus médecins que nous sommes, nous puissions veiller à ce que l'utilisation de la technologie ne chosifie pas le malade, ne considère pas le malade comme une mécanique tout simplement. On peut venir remplacer des boulons ou de ceci et cela. Le malade est un être humain avec tous les droits et notamment la dignité, le principe de dignité humaine. Si ce à quoi nous devons veiller, c'est que le médecin, veille à ce que l'IA respecte la dignité humaine, fasse en sorte que la dignité humaine soit toujours respectée. L'IA sera, sur le plan technique, efficace et je crois même plus efficace que l'humain pour certaines prestations, pour beaucoup de prestations, l'IA sera plus efficace. Mais le médecin, l'humain, doit se dire que c'est un être humain, il faut que cette IA respecte la dignité, notamment le principe de dignité humaine et le principe d'autonomie, avec le principe d'autonomie et de bienveillance. Mais c'est ça le grand hic qui se pose aujourd'hui, parce que le progrès de l'intelligence artificielle, à un certain moment, on peut se poser la question de savoir si euh, l'intelligence artificielle ne pourrait pas comprendre, compte tenu des, des plusieurs cas que l'intelligence artificielle trouve dans les big data par rapport à l'individu humain, puisse adapter aussi son comportement face à ça et peut-être l'intelligence artificielle pourrait présenter un comportement peut-être plus humain que certains médecins. Et tout ça, c'est l'avenir, des points d'interrogation à mettre pour l'avenir. Mhm. Nous devons nous y mettre. Et Mm. puis, restons au niveau des risques. Voyez-vous des Oui, risques spécifiques dans l'usage de l'IA en neurochirurgie ou en recherche neurologique? oui, on recherche l'IA et s'applique déjà dans les neurotechnologies. Parce Mhm. que les neurotechnologies, finalement, c'est quoi? C'est tout ce qui est utilisé comme technique
procédés pour comprendre le cerveau et pour agir sur le cerveau. Et comme je l'avais dit, nous savons que le cerveau, c'est finalement le centre de la vie. Le cerveau, les capacités cérébrales, c'est ça qui fait que nous soyons des humains, avec tout ce que nous avons, les connaissances, les sentiments, l'humanité, le principe d'humanité. Alors, si l'IA doit intervenir efficacement sur notre cerveau, il ne faut pas que l'IA permette l'intrusion inappropriée dans le système nerveux de quelqu'un. Des intrusions qui font, portent atteinte à son autonomie, à l'autonomie de la personne. Parce que si on ne fait pas attention, l'IA pourrait arriver à. L'IA et les neurotechnologies, on pourrait arriver à faire intrusion de manière inappropriée et de manière non consentie sur la manière de penser, d'agir des humains. Et ça, on doit faire attention. En fait, on doit faire appel aux développeurs de l'IA de tenir compte de ces principes éthiques. Ça, c'est important. Alors, ça nous amène Si à la question qui tue. Oui, Est-ce que l'IA risque de nous rendre idiots en nous rendant trop dépendants d'elle? j'ai lu un travail qui a été publié dernièrement, je crois cette année, sur l'IA et sur nos capacités cognitives. Mhm. Hein. Là aussi, on doit faire attention. Parce que, je prends seulement un petit exemple. Hein. Lorsque je vais dans la boutique du coin, quand je viens avec un billet de 20 000 francs et je donne pour acheter quelque chose qui coûte 7 000 francs. Je crois que quelqu'un qui a appris le calcul mental à l'école primaire n'aurait aucune hésitation pour dire qu'on doit lui remettre 13 000 francs. Et celui qui vend aussi ne va pas chercher. C'est automatique qu'il va lui remettre 13 000 francs. Mais aujourd'hui, là, si vous parcourez nos boutiques, vous faites la même opération avec le billet de 20 000 francs et vous donnez pour acheter quelque chose qui coûte 13 000 francs. De manière automatique, le vendeur va prendre sa machine à calculer pour taper 20 000 moins 7 000 égale 13 000. Alors, il vous remet 13 000 francs. Je me dis qu'il y a quand même là un problème dans la réduction des capacités cognitives de l'humain. Mais est-ce que c'est un avantage pour l'humain? Je crains fort que ce ne soit pas tout à fait ça. Peut-être que la machine nous aide effectivement. Si je veux faire un calcul important, calculer, c'est pas moi, 533 fois 745, ben je ne saurais pas faire ça comme ça de mémoire. Tout de suite, je vais calculer. C'est vrai, c'est un outil important, mais si on peut avoir la possibilité de faire en sorte que les capacités cognitives, les capacités mnésiques des êtres humains ne se réduisent pas, alors ça, ce serait intéressant. Et comment le faire? Je crois que c'est aussi un challenge pour l'humanité. Ok, ça m'amène à une question similaire. Pensez-vous que l'IA puisse réduire notre créativité ou notre capacité de réflexion critique? Mais oui, mais je crois que nous le voyons déjà. Hein. Je ne sais pas, bon, je ne suis pas expert dans la sociologie pour essayer de dire ceux qui peuvent faire des études pour voir comment nous évoluons au niveau de notre société aujourd'hui. Hein? Mais le risque, c'est que nous devenions un peu comme des, des- des robots, des gens qui ne réfléchissent, qui n'ont pas la créativité. Tout ça, c'est la même chose. À l'époque où moi j'étais un petit garçon, on n'avait pas de jouets, on n'avait pas de magasins de jouets. Donc, nous fabriquions des jouets nous-mêmes. On les fabriquait avec
des filaments, des branches de bois, des branchages de bois, etc. Et donc, on peut dire que c'est déjà une capacité de créativité. Mais aujourd'hui, l'IA est créatif, est beaucoup plus créatif. Peut-être le fait de faire en sorte que nous aussi, nous puissions nous adapter pour essayer de maîtriser les capacités créatrices de l'IA, c'est important. Parce qu'on réfléchit aussi maintenant un peu partout sur ce que nous devons faire de nos petits-enfants, qui sont maintenant en train on doit chercher quelles études ils devraient faire, quelle carrière ils devraient poursuivre. On dit que si l'enfant doit devenir orthodontiste, on se dit que ben, ça ne sert à rien parce qu'aujourd'hui, l'IA, les impressions 4D, etc., permettent de faire très bien, avec la plus grande précision, le travail de l'orthodontiste, n'est-ce pas? Mhm. Bon, à ce moment-là, il faut être réaliste. Il ne faut pas poursuivre une carrière où on est plus utile. On n'est pas utile. On va le faire moins bien. Il y a aussi, comme ça, de nombreuses carrières qui sont remises en cause par l'IA. Et on évaluait que dans les quelques années à venir, il y a 28 000 euh, métiers ou professions qui vont disparaître au profit de l'IA. 28 000 ou 28 000, je ne sais plus le chiffre exact. Donc ça veut dire que nous réfléchissons, qu'est-ce qu'il faut pour faire? Il faut que nous réfléchissions à faire en sorte que nous ayons encore davantage de capacités d'humanité, c'est-à-dire de créativité aussi. C'est-à-dire nous devons revenir à la réflexion, à des sciences qui nous amènent à réfléchir, la philosophie, l'anthropologie, etc., pour que nous soyons transcendants. Nous ayons un peu de transcendance par rapport à l'intelligence artificielle. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent cet effort. Sinon, nous risquons tous de devenir demain comme des homo cyber sapiens. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. En tout cas. Et si Hmm. on pense maintenant au niveau africain, quelle place l'Afrique doit-elle prendre dans la gouvernance mondiale de l'IA et des neurotechnologies? L'Afrique doit d'abord faire des efforts pour l'éducation. L'éducation des ressources humaines dans ces domaines-là. C'est très important parce que c'est ça là où se trouve beaucoup d'inquiétudes. Les génies en Afrique existent, comme le disait mon confrère, l'ancien ministre de la Recherche scientifique. Il disait que donc, le génie africain existe. Mais seulement, il faut mettre en place des dispositifs qui permettent à ce génie d'être beaucoup plus créatif et de se développer. Alors, nous devons commencer par la formation. D'abord, inciter les autorités à mettre l'accent sur la formation dans les matières technologiques, scientifiques, les mathématiques, l'ingénierie, etc. À l'époque où moi je suis entré à l'université, lorsque on allait dans les sciences, dans ces sciences-là, on avait une bourse de 35 zahir, mais ceux qui allaient dans les sciences humaines avaient une bourse de 17 zahir et demi, c'était de moitié. Parce qu'on voulait que beaucoup d'élèves embrassent ces matières-là en pensant au progrès de notre pays. Parce que ce sont ces matières-là aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on va se développer en laissant ça de côté. Donc, les autorités doivent faire des efforts, chez nous, partout en Afrique aussi, pour que on forme des gens. Il n'y a pas moyen de devenir fort et de devenir puissant sans formation. J'ai lu, j'ai suivi, j'ai vu un document là-bas, on disait que l'Iran produit maintenant beaucoup plus d'ingénieurs que les États-Unis, que les choses comme ça. Et c'est ça qui leur permet de se lever la tête et de parler aujourd'hui. Mais Mhm. nous, on ne peut pas parler seulement en restant là à nous discuter sur des futilités. Parce que effectivement, en discutant sur des futilités, à un certain moment, nous serons tout simplement noyés parce que des autres discutent de manière transcendante et ils vont
ils vont seulement nous considérer comme des pions et d'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas à certains égards. Mhm. Mm. Ok, nous tendons vers la fin. Il y a encore quelques questions. Entre-temps, j'invite le public à penser à leurs questions aussi à poser au professeur qui est avec nous. Alors, ma prochaine question, c'est comment les jeunes scientifiques et étudiants africains peuvent-ils se former pour être à la fois compétitifs et éthiquement responsables? Bon, ils doivent, d'abord, les autorités doivent mettre l'accent là-dessus, sur la formation et mettre les cadres de formation. Permettre à ceux qui apprennent d'approfondir. Donc, voyez, pour approfondir la formation, qu'on ait des, fasse de grandes études. Vous savez, ici dans notre pays, on a étudié la question. Combien nous avons des doctorants pour cette matière-là en RDC aujourd'hui? Je crois que c'est une dizaine qui sont la plupart à l'étranger. Encore faut-il qu'ils pensent un jour à revenir, mais pour qu'ils reviennent, il faut aussi mettre sur pied ici des conditions qui puissent les accueillir. Parce que si on ne met pas les conditions pour les accueillir, bon, ils vont évoluer là où ils sont. Nous avons déjà quelques exemples hein, en médecine où nous n'avons pas de chirurgiens cardiaques, on avait tous les chirurgiens du cœur n'étaient plus là. Le seul qui revient pour être chirurgien du cœur, mais il doit avoir des conditions d'adaptation ici. Mais s'il n'a pas de conditions, il va continuer à rentrer là-bas où il était parce que là, il peut vivre. Il faut qu'on mette un accent sur des mesures incitatives pour que cette formation se passe, qu'on mette des subsides pour que ceux qui font cette formation, ces génies-là, puissent évoluer dans leur domaine et qu'on ne les récupère pas par les autres, tout simplement parce que nous les laissons partir. Alors, il faut mettre ça sur pied et continuer à mettre l'accent là-dessus. Et mettre aussi, mettre au point des outils qui assurent la sécurité des données, parce que c'est ça aussi. Lorsqu'on rentre maintenant sur le plan technique, il y a la sécurité des données, il y a les nous devons avoir des centres de données qui soient sécurisés et qui soient capables d'avoir nos données, parce que l'IA ne fonctionne que grâce à l'immensité des données. Mais si nous n'avons pas des données que nous contrôlons, comment nous allons développer les questions d'IA? Il faut que nous ayons des centres de données où on concentre nos données et ces données-là, il faut qu'ils deviennent des big data aussi pour qu'on puisse évoluer. Sans les données, on ne peut pas. Mhm. Hmm. Et si vous aviez une minute pour donner un message aux décideurs politiques sur l'IA et l'éthique, que diriez-vous? Bon, je dirais ceci. Je dirais que aujourd'hui, parce que nous avons fait une étude, vous le savez, sur l'état de préparation de la République démocratique du Congo, sur ses capacités, une étude RAM qui a examiné plusieurs aspects, hein, n'est-ce pas, les aspects juridiques, les aspects politiques, les aspects économiques, scientifiques, technologiques, éducationnels. On a fait cette étude-là par une équipe de professeurs, une équipe pluridisciplinaire. Et on est arrivé à des conclusions qui ont été remises aux autorités. Eh bien, que les autorités sachent que ou bien nous essayons de faire des efforts pour nous accrocher à l'évolution, ou alors nous tombons. Si nous continuons à être distraits par rapport à ça, nous allons tomber tous comme des idiots. Aujourd'hui, il n'est plus question de rester attentiste. Il faut être proactif pour essayer d'être là. Aujourd'hui, la RDC est le dernier pays par rapport à ces questions-là. Nous sommes à la 177e place. Je crois que j'avais montré un tableau là, un diagramme qui montre que nous sommes les derniers. Et ça, ce n'est pas possible pour un pays avec ce que nous avons comme potentialité, ce que nous avons comme capacité et ce que nous avons comme ressources. On doit se ressaisir. On doit savoir qu'il y a des choses importantes comme ça
Et il y a aussi des choses qui sont accessoires. Mais si nous continuons à discuter des choses qu'on entend chaque jour à la radio et dans les réseaux sociaux, on ne s'en sortira pas. Il faudrait que nos autorités prennent ça au sérieux, on prenne le taureau par les cornes pour essayer de mettre les moyens réels pour avoir des outils, avoir des centres de données, avoir des formateurs, former des formateurs. Il faut qu'il y ait beaucoup de doctorants un peu partout où on fait cette formation et qu'ils reviennent, on ait des incitations pour qu'ils reviennent travailler pour le pays. Nous sommes un pays avec beaucoup de potentiel et ce potentiel, si nous voulons que on, on ne reste pas à la traîne, on doit mettre l'accent. Et ici, c'est d'abord au niveau des pouvoirs publics. Au niveau de tout le monde, c'est vrai, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, la société civile, les enseignants, etc. Nous sommes tous appelés. Mais l'impulsion, la première impulsion, c'est le pouvoir public. Parce que c'est eux qui peuvent affecter des fonds, qui peuvent mettre les budgets à la disposition de ceci et cela. C'est ça. Alors, une dernière question qui tue. Quel est votre Oui, rêve ou votre vision pour l'alliance entre l'intelligence artificielle et l'humanité dans les 20 prochaines années? entre l'intelligence artificielle et l'humanité. Mhm, Bon, l'intelligence artificielle est, est mise au point par les humains. mhm, Ça, c'est clair que ce sont les humains qui sont responsables du progrès de l'intelligence artificielle. Les humains sont responsables de tous les progrès technoscientifiques aujourd'hui. Ce sont les humains qui sont responsables. mhm. Et c'est toujours les humains qui doivent se ressaisir pour dire voilà, nos responsabilités face à ce progrès, qu'est-ce que nous faisons pour que ces progrès ne nous dépassent pas, pour que nous soyons toujours capables de concevoir et être aussi capables d'appuyer peut-être sur un bouton pour dire non, ça ne doit plus continuer à fonctionner de telle façon ou de telle autre façon. Si, c'est ça le problème. Si l'IA commence à anticiper, parce que l'IA anticipe, ça c'est vrai, vous le savez, dans la gestion des ressources euh, matérielles, financières et humaines, l'IA est un outil important de gestion, n'est-ce pas, de prédiction et d'anticipation. Et lorsque l'IA anticipe, eh bien, ça veut dire qu'il commence à égaler l'humain. Il ne faut pas qu'il le dépasse. Il faut que l'humain se dise qu'est-ce qu'il faut pour que on ne soit pas dépassé. Parce que si on est dépassé, mais en ce moment-là, c'est la fin de l'homme. Je ne sais pas si nous sommes seulement des humains, c'est-à-dire faisant partie de la biosphère, comme d'autres membres de la biosphère, où nous avons une certaine transcendance pour gérer ce qui se présente. Parce que si on est dépassé par les, les outils, et en ce moment-là, c'est la fin de l'homme, comme l'a écrit le philosophe Fukuyama, Francis Fukuyama. Mhm. Je crois que vous avez lu son livre sur la fin de l'homme. Il a commencé par des réflexions sur des questions de génétique, de biologie, etc. Mais maintenant, c'est encore, la question se pose avec davantage d'acuité s'agissant de l'IA, des Mhm. neurotechnologies. Hmm. Absolument. Parce que ceux qui sont ceux qui ont en tête de cette technologie, par exemple, comme euh, Neuralink, Oui, de Elon qui est Musk. avec Elon Musk, Mhm. ben, on doit veiller à ce que ces gens-là doivent rester dans un certain cadre aussi. Hein. Que ce soit Elon Musk ou ses collègues, nous devons veiller à ce qu'ils restent dans le Mhm. cadre de l'humain pour qu'on ne soit pas dépassé. Et ça, c'est important. Je crois que c'est un message important à ceux qui dirigent le monde, au plan politique, etc., pour veiller à ça, pour appeler à la conscience les développeurs qui ne sont pas nécessaires, qui ne voient pas nécessairement
qui n'ont pas nécessairement la vision globale et toutes les conséquences, parce qu'ils sont considérés comme des technoscientifiques qui approfondissent la matière. Et ils ont comme des œillères. Il faudrait qu'il y ait des gens qui ne sont pas nécessairement, qui n'approfondissent pas, mais qui peuvent comprendre pour savoir quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur l'humanité entière. C'est un peu comme ça, hein, comme lorsqu'on a largué la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Mais ce sont des progrès considérables sur le plan technologique et scientifique. Mais est-ce que ces armes-là devraient être utilisées? Moi, je pense que ne devraient tout simplement pas être utilisées. Donc, il faudrait qu'on comprenne ça comme ça. Il faudrait que l'humain garde la main et que la notion de dignité humaine doit toujours rester comme une notion fondamentale, le respect de la dignité humaine. Super, prof. Je suis vraiment heureux de vous avoir entendu de long en large. Et puis, je pense que tout le monde est satisfait de vos réponses. Et il y a quand même quelques questions du public. Et je donne la parole à Annie qui a une première question. Annie, tu peux ouvrir ton micro et puis parler? Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui, vas-y. oui, 5 Oui, sur 5. ben, écoute, j'ai écrit la question. Euh, Ici, on n'est pas très, on fait pas beaucoup attention aux enfants. Vous parlez des doctorants. Moi, je parle des bébés, enfin bébés, des enfants précoces, des enfants qui ont un QI, en fait, des enfants qui ont un haut potentiel intellectuel. Et en fait, ces enfants-là, si on n'arrive pas à les encadrer, demain, ce seront des enfants qui seront malheureux. Or, ce sont nos futurs savants qui pourront maîtriser et orienter positivement l'IA en Afrique. Moi, je parle des enfants africains parce que en Europe, ils le font. Nous, on néglige les enfants qui ont les hyper intelligents. Il n'y a rien de spécial pour eux. Ils sont nus à l'école. Je parle en connaissance de cause. Ils sont nus à l'école alors que ils peuvent être orientés pour que ils entrent dans ce canal de personnes qui vont faire des doctorats en neurosciences et en tout ce que vous, comme vous, et même plus que vous. Voilà. J'espère que c'est clair. Il y a du bruit parce que derrière chez moi, c'est les gens qui sont nulle part et qui mettent beaucoup de musique. OK, professeur, vous avez Okay. compris sa question? Oui, oui, tout à fait. J'ai suivi ça 5 sur 5. Je crois que la dame, Madame Mandungu, c'est ce que je vois ici, Oui. son intervention est très pertinente. Et en fait, ça rencontre un peu ce que j'ai dit. Nous avons des enfants, comme dans toute l'humanité, il y a aussi des génies ici chez nous. Et on en a vu. On a vu certains qui sont dans les facultés, peut-être d'autres n'arrivent pas dans les facultés parce que, bon, vous savez comment se passent les enseignements ici chez nous. Parfois, on ne peut pas les détecter, tout simplement parce qu'ils sont laissés pour compte. Il faudrait effectivement, comme la dame dit, qu'on soit en mesure d'encadrer ces intelligences, qu'on ait les moyens de faire en sorte qu'ils puissent être dans un cadre de formation approprié pour nous faire progresser. On a besoin on doit les détecter à tous les niveaux et, dans la mesure du possible, favoriser leur formation. Parce que ici, chez nous, pour aller à l'école, il faut que les parents aient les moyens de vous payer l'école, etc., avec les peu de moyens que nous avons. C'est vrai que les autorités actuelles ont mis en avant ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement, même si cette gratuité de l'enseignement peine quand même à aller de l'avant parce que ce n'est pas accompagné par tout ce qu'il faut pour encadrer cette gratuité de l'enseignement partout dans le pays. Parce que tous les enfants peuvent se présenter, mais si là-bas à Bolomba, on n'a pas de banc pour que les enfants s'assoient, ben, la gratuité là ne signifie rien. Donc,
il faudrait que, et on revient toujours au niveau des pouvoirs publics, on doit commencer par des choses élémentaires pour que la formation soit une priorité à tous les niveaux, détecter ceux qui ont des capacités et voir par quel mécanisme ces enfants peuvent évoluer parce que c'est dans l'intérêt de nous tous. Effectivement, ce qu'elle dit est vrai. Parce qu'on en a vu. On a vu des enfants ici, notamment à la faculté polytechnique de Kinshasa, qui étaient des génies, mais vous pouvez revenir, ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire. Vous revenez l'année prochaine, il n'est plus là. Vous apprenez qu'il est parti aux États-Unis parce que bon, on ne sait même pas très bien comment il est parti. Parce que ici, on l'a négligé. Hein. On l'a négligé. Il y a des gens, nous avons vu ici chez nous, des dames une dame mettre au point des robots, on appelait les robots roulage ici. Hein? C'est des choses intéressantes. Mais est-ce que nous avons dans l'encadrement global des mécanismes pour justement aider ces genres de personnes à mettre en œuvre leur potentialité? C'est ça le problème. Je me rappelle à l'époque, le professeur Montagnier, Luc Montagnier, qui est co-découvreur du virus du sida. Il était en France, à un certain moment, je crois qu'il avait atteint l'âge de la retraite. Mais on l'a appelé, on l'a invité aux États-Unis et on lui a montré un centre. On dit voilà, tu peux continuer tes recherches là-bas. Parce que ce sont des gens qui se soucient justement de ce genre de choses pour progresser. Il faudrait que nous aussi, nous commencions déjà sérieusement à considérer comme prioritaires ces questions élémentaires, les questions de formation. Effectivement, lorsque j'ai donné l'exemple des doctorants, c'est pour dire les chiffres que nous avons, ce sont des gens qui vont être formés pour venir former aussi les enfants. C'est tout ça qui constitue tout un tout par rapport à la formation. Merci infiniment, professeur. Je pense que tout le monde est content de vos réponses et puis moi en premier. Et je continue à inviter les gens qui ont d'autres questions à les poser. Je vois Olivier et Inga qui veulent poser une question. Tu peux ouvrir ton micro et poser. Et Inga, vas-y, Olivier. Oui, merci Ferdinand. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui, très bien. Professeur, vraiment merci beaucoup pour cette intervention de haute facture, comme je le disais. Et vous avez souligné des éléments très, très importants et vous êtes d'ailleurs revenu sur cela, sur cette question de l'encadrement, de la formation. Et malheureusement, dans certains États, pour ne pas citer ceux que vous connaissez, sans aucune vision de la part du pouvoir public, on sera à la traîne. Mais je voudrais prendre deux cas, professeur. Vous avez évoqué ces enfants, peut-être des génies, hein, à Bolomba, à Idjui, qui malheureusement, par faute de structure, passent à côté de la plaque, je peux le dire ainsi. Mais en même temps, il y a aussi d'autres enfants dans des milieux au niveau de la capitale, par exemple, où ils commencent à challenger leurs parents en disant, et vous avez aussi souligné cela dans votre intervention, quelle est l'utilité de l'université au moment où certaines, disons, connaissances peuvent être apprises de soi-même. Et donc, moi, c'est vraiment ces deux, malheureusement chez nous, on risque d'avoir ces deux cas, bien que dans des proportions différentes, une jeunesse laissée à elle-même et une autre qui va challenger son avenir et essayer d'avancer. Mais les questions d'éthique, vous êtes revenu sur cela, risqueraient de se poser. Moi, je pense que sans aucune vision de la part du pouvoir public, peut-être qu'on peut utiliser les éléments des privés, mais les questions d'éthique, et vous êtes revenu sur ce point-là, professeur, qui devrait absolument être mis en avant. C'est très, très important. Sinon, le risque, c'est que, effectivement, un enfant restant chez soi avec son ordinateur, faisant la nuit, c'est que personne ne sait, et puis produire des éléments qui peuvent être à son avantage, certes, mais qui peut aussi être très critique vis-à-vis de la société. Autre chose aussi, professeur, c'est que vous avez bien développé hein, en termes d'universalité. Malheureusement, on sait qu'il y a des disparités, mais il y a une imposition aussi
d'une vision unique qui pourrait compromettre un peu la suite. Donc voilà un peu les éléments que j'avais voulu souligner pour le cas d'espèce pour la RDC, par exemple. Sans cette vision en long terme, sans une jeunesse délaissée à elle-même et en même temps source du potentiel, mais source aussi des préoccupations dans l'avenir si les éléments éthiques ne sont pas mis au devant. C'est un peu l'intervention que j'avais voulu faire. En tout cas, merci pour cette intervention de haute facu, professeur. Oui, merci beaucoup. Et je pense que là, c'est une contribution, hein, on peut considérer ça comme ça. Votre intervention qui vient essayer de souligner un certain nombre de questions sur lesquelles que j'ai survolé peut-être, mais je crois que c'est une intervention vraiment pertinente. Et comme je le disais, ceci doit être considéré comme une préoccupation de nous tous, à commencer par les pouvoirs publics qui sont là pour nous gérer et pour essayer d'avoir une vision plus lointaine que le simple citoyen que nous sommes pour l'avenir de cette nation qui a beaucoup de potentialités. Hein. Nous sommes grands, nous avons des richesses énormes dans le sol et le sous-sol. Nous avons aussi des richesses humaines parce que la richesse humaine c'est la plus importante. Aujourd'hui, notre démographie qui a galopé a besoin que toutes les ressources soient prises en compte et que les ressources matérielles, financières, soient affectées surtout dans tout ça, au lieu qu'on enlève un peu de nos têtes des questions d'égoïsme ou d'égocentrisme ou d'enrichissement seulement individuel. Parce qu'un jour, hein, si les choses vont mal, avec nos richesses individuelles, nous serons tout simplement noyés aussi. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus voir les choses seulement à l'échelle individuelle, mais que ce soit vraiment à l'échelle globale. Et surtout dans notre pays, tel que dans sa configuration actuelle, on a besoin d'une d'une certaine radicalité, hein, c'est-à-dire une abnégation radicale pour que nous voyons les choses dans le sens de l'évolution du pays globalement. Moi, je reviens ici à ce que j'ai lu dernièrement dans une tribune qui a été publiée par un prêtre de chez nous ici, l'abbé José Poundou, qui parlait de nous devons quitter cette le fait de mettre l'accent sur l'avoir, mais nous devrions plutôt privilégier l'être. Et l'être humain est dans une communauté. Et donc, quand on envisage l'être et la communauté progressera. Mais si on met l'accent sur seulement l'avoir, on accumule des richesses au niveau individuel en tenant pas compte de la distribution beaucoup plus globale, on s'enfoncera. On peut être riche aujourd'hui et nous allons tous nous noyer. C'est comme si nous sommes dans un même bateau. Hein. Lorsque les choses ne vont pas, lorsque ça commence à couler, chacun arrête tout ce qu'il faisait pour essayer d'aller faire en sorte que la brèche soit colmatée. Sinon, nous allons nous noyer tous. Et aujourd'hui, avec des progrès comme l'intelligence artificielle, si on ne fait pas attention, eh bien, nous allons nous retrouver noyés, d'autres vont s'occuper de nous et nous serons des objets. Voilà, Olivier. Merci infiniment, professeur. Donc, c'était vraiment une présentation de haute facture, comme Olivier a dit. Et puis, je remercie aussi Annie et Olivier d'avoir intervenu. Vos interventions sont de qualité.